Bonsoir à tous, bienvenue dans la bande. Ce soir, dans votre émission, on va parler des législatives avec Gilles Brial, candidat aux législatives dans la 2e circonscription. Il représente le mouvement populaire calédonien et donc la plateforme UCF, c'est-à-dire Union pour la Calédonie dans la France. Gilles Brial, âgé de 43 ans, professeur de formation. Il est à la province sud 2e vice-président, élu au Congrès et également conseiller municipal à la mairie de Dimbéa. Il est pour une Calédonie qui assume ses compétences actuelles et qui n'en prend pas de nouvelles. Nous verrons combien la Calédonie coûte à la France, jusqu'à quand l'État financera le pays. Les réponses ce soir avec notre invité Gilles Brial. Que propose-t-il pour rétablir la sécurité dans le pays et notamment à Saint-Louis? Également les réponses ce soir avec Gilles Brial, notre invité, mais également Clémence Losserand. Ce sera ma compagnie ce soir dans la bande. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Brial et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait le déplacement depuis Nouméa jusqu'à Koné. Clémence. Merci à vous en tout cas d'être là. Clémence, tu as récupéré sur le web des déclarations qui ont été faites par notre invité qui vont nécessiter des petites précisions ce soir en direct sur le plateau de Calédonie. Oui, tout à fait, on aura l'occasion de reparler des déclarations. De notre invité Gilles Brial, donc je le répète, il est candidat pour la 2e circonscription législative. C'est une circonscription, vous allez voir, une carte qui s'étale sur l'ensemble du pays, à l'exception de Nouméa et les îles Loyauté. Gilles Brial, vous serez opposé côté républicain au député sortant Philippe Gomez, qui a eu l'investiture de l'UDI, les Républicains, mais également face à Harold Martin, le maire de Païta et ancien président du gouvernement. Première question, vous pensez pouvoir passer le premier tour ? Ah oui, tout est possible. Je pense que c'est vraiment ouvert dans cette circonscription. J'ai 2 gros adversaires, hein. C'est des poids lourds de la politique calédonienne, mais on a une époque de la politique où il y a une lassitude des gens du passé, des méthodes du passé. On vient d'élire en métropole un président de la République qui a 39 ans. Moi, je pense que les Calédoniens aujourd'hui sont prêts à tourner la page et à ouvrir une nouvelle page politique avec des têtes nouvelles. Vous faites partie de ceux qui sont pour le renouvellement de la classe politique ? Oui, il faut s'appuyer sur les deux, sur un renouvellement et sur des anciens, mais surtout sur des méthodes saines pour faire de la politique. C'est ce qui nous a manqué. On voit que la campagne des élections présidentielles a été pourrie par cette ambiance. Et le temps qu'est en train de prendre la 2e circonscription, notamment avec les attaques fortes entre les deux candidats. Sur le temps et sur l'ambiance, ça me fait peur. Des campagnes, vous avez 43 ans. Oui. Je répète que vous êtes élu à la province sud, 2e vice-président. Vous êtes également élu au Congrès et puis conseiller municipal. Est-ce que vous aurez le temps? C'est le renouvellement, ça? Oui, mais alors, si je suis élu député, je ne veux pas tout faire, hein, je vous rassure, je ne serai plus vice-président de la province sud. Ce sont mes mandats actuels. C'est 2 mandats que j'aime beaucoup. Le mandat municipal, parce que la commune de Dimbéa, c'est la commune qui évolue le plus en Nouvelle-Calédonie. La population va être doublée en une quinzaine d'années, avec des enjeux extraordinaires. Et puis, être vice-président de la province, ça me permet d'être les mains dans le cambouis et de travailler des dossiers comme la mise en place des uniformes, travailler sur les infrastructures routières, la construction des collèges. C'est génial, ça. On revient sur votre réponse. Vos 2 concurrents, les plus gros concurrents, c'est Harold Martin et Philippe Gomez, c'est ça? Dans le camp loyaliste, moi je suis convaincu qu'on va avoir un 2e tour, comme en 2012, comme en 2007 précédemment, avec un indépendantiste qui sera Louis Mapou face à un loyaliste. Clémence, en juillet dernier, Alain Juppé avait appelé à l'unité des loyalistes de se rassembler pour ce qui est, il disait, de l'essentiel, c'est-à-dire de 2018. Voilà, tout à fait. Effectivement, il était donc invité à des rencontres citoyennes le 22 juillet dernier à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Au mois d'octobre, vous faites partie du comité de soutien qui est créé autour de ce candidat. Et je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Alors je sais bien que, comme dans tout débat démocratique, il y a ici des sensibilités diverses, des divergences sur la politique économique et sociale à mener. Ça serait bien étonnant que ce qu'on constate un peu partout dans la métropole ne se retrouve pas ici. Mais quand l'essentiel est en jeu, et en 2018, c'est l'essentiel qui sera en jeu, c'est l'avenir même de ce territoire et de ses populations pour les générations à venir, je crois qu'une nécessité s'impose. Cette nécessité, c'est celle de l'unité et du rassemblement. C'est pourquoi je l'ai dit ici, j'ai appelé au rassemblement de toutes les forces qui partagent cette vision de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et je vous appelle à nouveau, dans cet esprit, au rassemblement ce soir. J'espère que cette rencontre sera un signal positif dans cette direction. Alors, vous étiez présent ce jour-là dans l'hémicycle. Oui. Est-ce que vous pensez que, effectivement, quand on voit le nombre de
candidature. Apparemment, Est-ce qu'on oui, arrive à incarner vraiment cette question d'unité-là? Alors, je partage sa volonté de rassemblement. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas, mais l'élection législative, c'est une élection en 2 tours. Donc, au premier tour, chacun présente ses différents projets. Moi, j'ai des vraies divergences avec Calédonie Ensemble sur le plan économique, avec Harold Martin et Philippe Gomez sur l'appréhension du référendum. Moi, je suis pour eux, et jusqu'à quelques mois, ils y étaient contre. Par contre, je suis convaincu que ce qui compte, c'est qu'au soir du 2e tour, on fasse élire un candidat loyaliste, et que ce candidat loyaliste devra, au lendemain du 2e tour, réunir la droite pour préparer sereinement le référendum. Je partage ce que dit Alain Juppé dans ce sens-là. On a des divergences, il faut être capable de les exprimer, mais après, il faut être capable de se rassembler pour préparer le référendum. Alors justement, si vous n'êtes pas au 2e tour, et que, imaginons qu'on a Harold Martin et Philippe Gomez qui se retrouvent au 2e tour, pour qui allez-vous voter ? Je ne crois pas à ce scénario. Vous êtes sûr qu'il y aura un loyaliste et un indépendantiste ? En 2012, le candidat qui est sorti en tête le soir du 1er tour, c'est Jean-Pierre Jayoué, avec 36% des voix. Philippe Gomez fait 31% en 2e position, Éric Guay 3e avec 20%. Moi, je ne crois pas qu'en 2017, il y ait moins d'indépendantistes dans la 2e circonscription. Et Louis Mapou, moi je le connais bien, je travaille avec lui au Congrès, on a travaillé quelques dossiers ensemble, mais c'est un candidat qui est vraiment sérieux, qui tient la route. Il est de l'envergure de Jean-Pierre Jayoué, que j'ai connu quand j'étais prof à Yingen. C'est 2 candidats qui ont, à mon sens, la même valeur. Alors même si l'UC est moins investi dans la campagne qu'il l'était en 2012, je suis convaincu que le socle indépendantiste, il ne s'est pas effrité. Je vous rappelle qu'au 2e tour, les indépendantistes ont fait 47% des voix dans la 2e circonscription. Donc, à mon sens, ce sera bien... Jean-Pierre Jayoué, il a réussi à récupérer 10 000 voix par rapport au 1er tour. Est-ce que vous pensez terminer au 2e tour ? C'est mon objectif. Si je fais du terrain tous les jours... Il faut essayer, en tout cas, c'est pour ça que je suis un ancien cycliste, j'ai jamais pris le départ d'une course en me disant je vais la perdre. Je fais tout jusqu'au bout, et vous savez, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, rien n'est joué. Vous savez, on parle d'Alain Juppé, moi j'ai été le président du comité de soutien d'Alain Juppé. À l'époque où il passait à la télé, on était convaincus qu'il serait président de la République. On pensait qu'il allait gagner les primaires. François Fillon, il a gagné les primaires dans la dernière semaine. Quand François Fillon il a gagné les primaires, on a dit c'est fini, il a un boulevard devant lui, il sera président de la République, c'est aujourd'hui Emmanuel Macron. Personne, il y a 6 mois, n'aurait parié que le président de la République française soit Emmanuel Macron. Donc moi je crois que tout se joue dans la ligne droite. Nos interventions dans les médias, et je vous en remercie, nous permettent ça, les réunions de proximité, les nombreux Calédoniens qu'on va rencontrer tous les jours, c'est ça notre objectif. Vous pensez au scénario d'une triangulaire au second tour ? Non, parce que pour être au second tour, il faut faire 12,5% des inscrits. Le taux de participation est à peu près de 50% aux élections législatives, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 3 candidats qui font 25% des voix. Je ne crois pas en ça. Je pense que l'indépendantiste le fera, mais je ne pense pas que 2 loyalistes puissent ramener 25%. Mais mathématiquement, par contre, c'est un scénario qui est possible. Et là, il faut être clair. C'est-à-dire que si on a une triangulaire, ce sera bien 2 loyalistes face à un indépendantiste. Et bien, il va falloir qu'il y en ait un qui se retire. Comment ça va être tranché ? Moi, en tout cas, si je suis dans les 2 loyalistes au 2e tour, si je suis premier, je demande au 2e de se désister. Et si je suis 2e, je me désisterai en faveur du premier, quel qu'il soit. Parce que je considère, et je vous le redis, Louis Mapou a de vraies qualités. Je ne doute pas de ses compétences pour être député. Mais je considère que dans la dernière mandature de l'accord de Nouméa, il faut donner un signe clair à l'État. Et un signe clair, c'est envoyer 2 députés loyalistes. Si on envoie un député loyaliste dans la première, un député indépendantiste dans la 2e, il y a certaines personnes au niveau de l'État qui vont considérer qu'on a déjà mis un pied dans l'indépendance. Ce n'est pas une question de compétence, c'est vraiment une question de signe fort et de portage de la volonté de la majorité des Calédoniens à Paris. Gilles Briel, autre particularité de votre candidature, le Front National a fait un score important durant la dernière présidentielle au second tour. Et vous-même, vous avez même appelé à voter Marine Le Pen, Clémence. Voilà, tout à fait, effectivement. Donc on a refait des captures d'écran de vos pages Facebook. Donc le 24 avril, vous annoncez votre intention de voter pour Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle. Vous expliquez en fait longuement ce pourquoi vous ne voterez pas pour Macron et la raison, donc du coup, par conséquence, vous donnerez votre voix à Marine Le Pen. Idem sur la page officielle de Gaël Yano, qui est un peu plus nuancé en disant qu'effectivement on votera par défaut pour Marine Le Pen et il parle des différences qui vous séparent. Comment est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer cette situation ?
voilà, pour appeler effectivement à voter pour un parti qui n'est peut-être pas représentatif pour l'ensemble de vos électeurs ici. C'est quand même des réalités autres. Et puis pour quelqu'un qui a soutenu Alain Juppé aussi durant les primaires à droite. Oui, alors moi j'ai soutenu Alain Juppé et j'en suis fier parce que je considérais qu'au deuxième tour de la présidentielle, il avait la capacité de rassembler le centre et que cette élection présidentielle allait se gagner avec le centre. C'était ça, mon soutien à Alain Juppé. Je l'ai rencontré. À partir du moment où il m'avait expliqué qu'il voulait clairement que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, j'ai soutenu ce candidat dans une perspective de gagner les élections présidentielles. La droite a perdu parce qu'elle n'a pas su rassembler le centre, en plus des affaires. Et pourquoi Marine Le Pen? Alors moi j'ai dit que je voterais Marine Le Pen. Je n'ai pas appelé à voter parce que je considère qu'on n'est pas propriétaire des voix des Calédoniens, mais qu'en tout cas j'ai donné ma position. Je ne connais pas la position réelle d'Emmanuel Macron sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Quand il dit je veux que la Nouvelle-Calédonie reste dans la communauté nationale, d'habitude les candidats ils disent je veux que la Calédonie reste française, reste dans la République française, mais la communauté nationale, c'est déjà c'est un périmètre que j'ai du mal à définir aujourd'hui. Vous pensez qu'il est pour l'indépendance? Clairement, et quand je vois les premières déclarations de la nouvelle ministre de l'Outre-mer, qui a peut-être fait une gaffe. Ça fait réagir, oui. En tout cas, ça fait réagir ceux qui ont appelé à voter pour elle, ce qui est quand même extraordinaire. Moi, je considère qu'elle vient d'être nommée. Mais puis elle n'a pas dit que c'était une gaffe, justement. Oui, elle a confirmé ses propos en disant que la France restera à ses côtés. Mais moi, je considère qu'il y a une différence en être dans la France et être à côté de la France. C'est comme un bateau. C'est pas la même chose d'être dans le bateau et être à côté du bateau. Dans le bateau, vous êtes au sec, à côté, vous êtes mouillé. Et donc, on a la même problématique. Et moi, j'ai voté pour Marine Le Pen le deuxième tour. Je ne suis pas frontiste, je ne suis pas raciste. Moi, j'ai enseigné plusieurs années à Enghien et je n'ai jamais eu aucun problème. On a une vision en Nouvelle-Calédonie du Front National qui n'est pas la même qu'on peut avoir en métropole. Pourquoi ? Parce que quand on a été à deux doigts d'avoir une indépendance, après les événements, il y a ceux qui nous ont tendu la main et il y a ceux qui nous ont tourné le dos. Les socialistes ont tourné le dos aux loyalistes. Ils ne nous ont pas aidés, en tout cas, à maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et le Front National a toujours été clair sur sa volonté de maintenir la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est pour exprimer un ras-le-bol sur l'insécurité grandissante en Nouvelle-Calédonie. Là également, c'est un point de divergence entre les deux candidats. On va y revenir sur la sécurité, qui est l'un des piliers fondamentaux de votre programme. Mais pour revenir au Front National, mais également sur la dernière présidentielle, du coup, il y a une question qui se pose. Est-ce que les voix où est-ce qu'elles vont aller, les voix du Front National que Marine Le Pen, je vous rappelle quand même que même si elle termine derrière Emmanuel Macron, elle a fait quand même le plus beau score de l'Outre-mer ici en Nouvelle-Calédonie, avec pas mal de communes sur le nord-ouest, mais également une commune indépendantiste sur le nord-est du pays. Les voix de Marine Le Pen, elles vont aller où? Chez Gilles Brial, chez Bianca Hennet, chez Harold Martin ou chez Philippe Gomez? Alors ça, moi je peux vous dire la mienne de voir en tout cas où elle va aller. J'en sais rien. Et je pense qu'il va y avoir un dispatching, mais y compris de ceux qui ont voté pour Macron. Il y a des gens qui ont voté pour Macron qui voteront pour un loyaliste. Selon vous, les électorales ne sont pas les mêmes? Oui, mais c'est notre capacité à développer un discours. Moi, je trouverais, à titre personnel, mais je défends ma candidature, c'est normal, qu'il se repose sur des candidats qui ont une position claire sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, une position claire comment y parvenir, c'est-à-dire préparer sereinement le référendum, mais y aller, pas y aller à reculant, y aller en force, pour ou contre l'indépendance, sans vouloir humilier qui que ce soit, et au lendemain de ce référendum, travailler avec les indépendantistes. Vous prenez pour des dialogues après le référendum? Je suis convaincu qu'on peut... Le temps de la discussion, il est permanent. On discute toujours, tous les jours avec les indépendantistes. Mais le temps de la négociation, il ne peut intervenir qu'après le référendum. Ça, je suis absolument convaincu de ça. Mais pour plusieurs raisons, si vous me permettez que je le développe. La première, c'est que les indépendantistes aujourd'hui, ils ne peuvent pas accepter de travailler sur un projet de société qui ne soit pas l'indépendance sans être adossé au résultat d'un référendum. C'est-à-dire sans dire, à leur base, voilà, il y a 60% des Calédoniens qui veulent rester au sein de la République française. Ça fait 30-40 ans qu'on travaille tous les jours pour essayer de faire changer cette majorité et de faire en sorte que les Calédoniens, dans leur majorité, veulent l'indépendance. On ne l'a pas changé, donc on est obligé de travailler sur un projet de société qui prenne en compte ça. Et nous, loyalistes, ça nous permet de dire, oui, on est majoritaire en Nouvelle-Calédonie, ça nous permet de le montrer à l'État et au reste du monde, mais ça nous permet de dire, il y a 40%
des Calédoniens qui veulent l'indépendance. On est obligé d'en tenir compte dans le projet, dans le futur projet pour la Nouvelle-Calédonie. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir indépendant ou avoir une indépendance association, mais qu'il faut être capable d'entendre les revendications identitaires, les revendications culturelles des indépendantistes et les prendre en compte dans le projet de société qu'on dessinera. On va en revenir dans la deuxième partie de cette émission, encore une fois sur le programme. Mais juste une dernière question avant de refermer cette première partie. Que pensez-vous de l'ambiance que prend en ce moment les campagnes législatives avec l'affaire de la maison de Nouvelle-Calédonie, avec Harold Martin qui n'hésite pas à démonter Philippe Gomez et inversement. On a l'impression que le débat politique en ce moment, durant les campagnes, ne vole pas haut. Oui, Quel est votre sentiment ? je partage complètement ça. Je pense, moi, que les Calédoniens méritent mieux que ça. On a eu une campagne de présidentielle qui a certainement été la plus mauvaise de la Ve République. Et on est en train d'avoir le même chemin sur nos législatives, notamment dans la deuxième circonscription. Et moi, je suis inquiet par rapport à ça. La haine qu'il y a aujourd'hui entre Philippe Gomez et Harold Martin, la façon dont ils mènent leur campagne l'un contre l'autre plutôt que pour un projet pour la Nouvelle-Calédonie, me fait craindre qu'au deuxième tour, si on a Louis Mapou opposé à soit Philippe Gomez, soit Harold Martin, celui qui ne sera pas qualifié des deux fera tout pour que l'autre soit battu. Et ça, je suis convaincu de ça. Et c'est pour ça que moi, j'appelle au vote utile, c'est-à-dire qui est en mesure aujourd'hui de rassembler la droite, qui porte... Rassembler la droite, notamment au deuxième tour. Au deuxième pour tour. éviter le scénario. Pour éviter un scénario. Donc c'est tout bénéfique pour vous. Mais en tout cas, je crois profondément en ça. Moi, j'arrive à travailler autant avec Philippe Gomez qu'Harold Martin. C'est pas simple, hein, tous les jours. Mais en tout cas, j'arrive à parler aux deux. Eux sont incapables de se parler aujourd'hui. Mais celui qui va aller au deuxième tour, il va bien devoir, pour gagner, il ne pourra pas gagner qu'avec les voix du premier tour. Il va devoir aller chercher les voix de l'ensemble des loyalistes. Vous l'avez dit. C'est vrai que c'est difficile. En 2012, si on retrouve le candidat Harold Martin, indépendantiste, il a augmenté fortement son nombre de voix au deuxième tour. Et quand on est un indépendantiste qui a 47% et un loyaliste qui a 53% au deuxième tour, ça veut dire que si nous on perd 3,5%, c'est fini, c'est l'indépendantiste qui gagne. Et je vous le redis, je pense que ce n'est pas un bon signe qu'on envoyé à la France. C'est pour ça que vous nous avez proposé un prospectus avec un programme sur le coup détaillé avec plein de précisions. Je vous propose que l'on ait ce débat justement, débat politique assez, je dirais, on va dire, un débat plus que basé sur la haine et les querelles dans la deuxième partie. Eh bien, je vous en remercie de parler plus des propositions. On revient sur la deuxième partie, surtout pour les Calédoniens, ils ont besoin d'avoir des propositions concrètes et voir quel est le député qui ira représenter fortement les intérêts, le dossier calédonien au Palais Bourbon. Merci. On se retrouve dans la deuxième partie justement pour évoquer le programme de Gilles Brial. À tout de suite. Demain, à 19h20, découvrez la deuxième partie des coulisses de la SLN. Après avoir été extrait à Thiébagui, le minerai est arrivé à l'usine de Doniambo à Nouméa. Il va passer entre les mains des employés de la SLN pour devenir du ferro-nickel, puis être exporté au-delà du lagon. Découvrez les coulisses de cette transformation demain à 19h20. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de Bienvenue dans la bande. Je rappelle que nous sommes avec Gilles Brial, candidat dans la deuxième circonscription aux législatives 2017. On va parler de votre programme. Tout à fait. Avec ce sujet donc, qui est préparé, qui nous détaille un petit peu le programme. Donc, avant que l'on évoque les grandes lignes et les détails des programmes avec les propositions concrètes que vous proposez aux Calédoniens, je propose que l'on regarde ce petit reportage où on a repéré les plus grandes propositions phares de votre programme. C'est tout de suite. Regardez. 11 priorités réparties en 2 volets. C'est le contenu du programme de Gilles Brial. La première partie s'intitule « Votre quotidien ». Sur les 4 priorités, la sécurité est le premier thème évoqué. Il propose de faire du camp Est une vraie prison, c'est-à-dire mettre un terme aux évasions et augmenter le nombre de cellules. Deuxième priorité, on trouve l'économie. Il est pour une richesse mieux répartie. Parmi les actions, favoriser la concurrence pour faire baisser les prix. La deuxième partie s'intitule « Votre avenir ». Parmi les 7 propositions, le rôle de l'État est évoqué. Le candidat UCF s'oppose au transfert des compétences régaliennes et celles de l'article 27, c'est-à-dire les domaines de compétences susceptibles d'être transférés. La communication audiovisuelle, l'enseignement supérieur,
les règles d'administration et des collectivités publiques locales. Enfin, il prône pour un financement juste de la province sud et des communes de l'agglomération. La réalité du rééquilibrage n'est plus celle d'il y a 30 ans. Selon lui, la clé de répartition doit être revue dans le cadre de négociations sur l'avenir. Puis on rappelle quand même que dans ce programme, on a bien compris que votre principal adversaire, c'est l'indépendance. Oui. Voilà. Bon, on parlait déjà de la sécurité. Oui. Avec Voilà, tout à le fait. mons- Effectivement, j'ai donc retrouvé là, cet extrait. Vous étiez chez nos confrères de NC Première le 22 mai dernier. Vous réaffirmez effectivement ce souhait d'une Calédonie dans la France. Alors je vous propose de regarder ce petit extrait. J'ai une envie profonde pour mon pays de travailler pour le maintenir dans la France et de lutter contre cette indépendance qui est un véritable projet d'exclusion, c'est-à-dire qu'on va favoriser une ethnie aux dépens des autres, des programmes qui vont plus correspondre à ce que l'on souhaite pour l'avenir de nos enfants. C'est ça mon réel adversaire. Alors je me demandais simplement, effectivement, quand on résume un petit peu comme vous le faites l'indépendance à un véritable projet d'exclusion, qu'est-ce qui finalement vous fait penser ça, puisqu'effectivement il y a quand même un certain nombre de franges différentes aussi dans ce front, de ce côté-ci comme chez les loyalistes. Est-ce que tout le monde est vraiment dans ce projet d'exclusion? Est-ce que c'est pas plus pour faire peur finalement? Enfin, c'est toujours un petit peu ce drapeau qu'on agite. Là, je me pose cette question. Alors, moi, je suis pas fan d'agiter un fanion rouge pour effrayer les gens. Alors, je partage ce que vous dites, c'est-à-dire que dans les élus et leaders indépendantistes, il y a des franges d'élus qui sont durs dans leurs propos et qui, si eux, on les met à la tête de la Nouvelle-Calédonie demain, nous feront clairement un projet d'exclusion. Il y a des débats au Congrès qui sont tendus parfois. On pensait à qui On pensait à qui, Gilles Brial? C'est la position de Rocco Wamitan sur certains dossiers, mais de celle de Cotra-Urigaï. Et je reconnais, c'est pas la position de Louis Mapou. Louis Mapou est quelqu'un qui est ferme sur ses positions, mais qui est ouvert beaucoup plus facilement à la discussion. Mais quand vous prenez, par exemple, la charte du peuple kanak, et la façon dont on veut l'imposer comme quasiment une institution pour le fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie. Moi, il y a des choses qui ne me vont pas. Le traitement de la femme ne me va pas. Je trouve qu'on est complètement déconnecté de C'est qui veut imposer cette charte c'est une volonté d'un certain nombre d'élus indépendantistes aujourd'hui. C'est de s'appuyer sur la charte du peuple kanak qui avait été présentée et dont seul Galliano et moi, nous étions opposés fermement. Alors, au Congrès, oui. Au Congrès, alors bien sûr que ça fait pas plaisir. Il y a une partie des travaux qui sont intéressants, mais nous, on est là pour dénoncer ce qui nous semble pas bien. Et je vous redis, la place de la femme dans la société aujourd'hui, et on le voit bien dans votre fonctionnement, elle doit être à côté et traitée de la même façon que l'homme. C'est ça qui me dérange. Au-delà du fait qu'une indépendance, il faut être capable de la financer. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme quand vous avez des enfants qui veulent dire moi je veux être indépendant. Ben oui, pars de la maison, mais par contre, papa continue à me donner, et maman continue à me payer le loyer, mes transports, machin. Maintenant, c'est pas comme ça que ça se passe. On va revenir sur l'économie, justement. Donc, à hauteur de combien la France finance la Nouvelle-Calédonie? On a un deuxième extrait. Voilà, à vous effectivement. Plus sur l'aspect de l'insécurité. Là, donc là, cette fois-ci, c'est chez nos confrères de NCI qui suivaient votre lancement de campagne en avril dernier. Alors, de nouveau, un extrait que je vous propose. Moi, je pense que s'il y a une volonté de l'État appuyée par les députés et les élus locaux, l'État doit intervenir à Saint-Louis, attraper ces délinquants-là, désarmer ceux qui aujourd'hui ont volé des armes. La première armurerie de Nouvelle-Calédonie, c'est quasiment Saint-Louis aujourd'hui. Il faut arrêter ça. Alors voilà, c'est effectivement une formule qui m'a interpellée. Je me suis dit, bon, Saint-Louis est la première armurerie du pays. Sur quoi est-ce qu'effectivement vous fondez quand vous dites cette formule? Il faut. Alors, moi, je ne suis pas un hyper fan des réseaux sociaux, mais allez sur les réseaux sociaux, regardez les quelques. Alors, moi, j'appelle pas ça des jeunes, j'appelle ça des délinquants, et je l'expliquerai après, qu'on trouve avec ces armes, ces quantités d'armes incroyables volées. Toutes les personnes qui sont tirées dessus, les gendarmes, qui ont été blessés il y a encore quelques semaines, c'est pas au bibiche, comme on dit, c'est à l'arme lourde. Et ça, c'est un vrai problème. Et dans cet extrait, je dis qu'il faut une volonté politique. Mais est-ce qu'il y a eu des preuves justement qui montrent que c'était des armes qui ont été trafiquées, des armes lourdes? Parce que sur les réseaux sociaux aussi, on trouve un peu tout et n'importe quoi. C'est difficile de... C'est toute la difficulté. Il y a beaucoup d'assertions comme ça. Non, mais sait pas soit, quand il y a un impact dans une voiture, soit c'est une balle, soit c'est un caillou. Et l'impact, il n'est pas le même. Donc déjà, on sait si c'est des armes à feu ou si c'est... Et moi, je parle bien d'armes à feu. Après, quand je parle d'armes lourdes, c'est-à-dire les armes de chasse, que vous et moi, on peut posséder, mais pour aller tirer sur un cerf et pas pour aller tirer sur un gendarme. En tout cas, quand vous avez des véhicules blindés
qui sont en partie perforées, c'est pas avec une munition traditionnelle du commerce que vous pouvez faire ça. Et ça, c'est pas les réseaux sociaux qui le disent, c'est également le procureur et les forces de l'ordre. Mais quand je dis qu'il y a un vrai problème d'intervention de l'État, c'est pas une question de moyens. Les moyens d'intervention en Nouvelle-Calédonie, on les a. Il y a un groupe d'intervention à la police nationale, Voilà, à la c'est une question gendarmerie. que je voulais vous soumettre. C'est quoi qui bloque au niveau de l'État? Ce C'est qui la manque, c'est quantité. la volonté politique. C'est-à-dire qu'on a eu 5 ans d'État socialiste qui a manqué de volonté, mais qui n'a pas été non plus bousculé par des élus calédoniens. Qu'est-ce que vous allez proposer justement si vous êtes élu? Mais déjà, il faut prendre conscience qu'il y a une toute petite partie de la jeunesse qui est à ce niveau de délinquance-là. L'État estime qu'ils sont une vingtaine. Une vingtaine qui sèment autant de troubles sur l'ensemble du territoire. Je vous dis, moi j'étais prof à Yengen, mais on a des gosses qui sont tout à fait normaux et qui demandent à devenir comme toute la jeunesse du monde, à pouvoir s'amuser et quand ils deviennent adolescents, à préparer un dossier de société. On en a quelques-uns, là. Du coup, en tant il faut que les député... extraire. Il faut les extraire parce que ça devient des chefs de bandes, des bandes organisées. Il faut réussir à les extraire parce qu'ils ont une mainmise, un pouvoir de persuasion sur leur entourage qui est important. Et ceux-là, il faut aller les chercher. Ça sera le rôle d'un élu local ou le haut-commissaire? C'est le rôle de l'État. Mais je vous le redis, l'État, il intervient à la demande également des élus locaux et des parlementaires, puisque c'est une compétence de l'État. Et je trouve qu'il a manqué de volonté politique en Nouvelle-Calédonie et au niveau national. Quand le secrétaire général, Selon vous, Philippe Gomes n'a pas assez appuyé le dossier calédonien sur la sécurité, n'a pas bien fait le job. Est-ce que les Calédoniens se sentent plus en sécurité en 2017 qu'en 2012? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se sentent plus en sécurité après 5 ans de Philippe Gomes comme député Sonia Lagarde? Ben, moi, je ne crois pas. Je crois pas. On voit que l'augmentation de la délinquance, il y a 6 voitures qui sont volées par jour en Nouvelle-Calédonie. Il y a des mesures à prendre pour éviter ça. Mais je le redis, ce sont des toutes petites bandes et il faut être capable de les extraire pour retrouver un climat serein. Et pour préparer la sortie de la Corona, il faut qu'on soit capable de mettre ça de côté. Alors, je réitère encore ma question. Oui. Qu'allez-vous proposer en tant que député, sachant que Bernard Deladrière, il propose à ce qu'il y ait un préfet de police, voilà, préfet de police qui soit nommé, en plus pour gérer l'insécurité ici en Nouvelle-Calédonie. Quelle est votre proposition? C'est pas une couleur de galant, c'est pas parce que vous avez des barrettes ou une étoile que vous serez plus performant. C'est quel est l'ordre. C'est une personne qui soit chargée uniquement pour la sécurité. Peut-être qu'avec il pense que peut-être que M. Latos ne fait pas. On a un chef des forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Et dans les rôles des forces de l'ordre, une des priorités, c'est la sécurité. Moi, je ne crois pas que ce soit l'organisation en Nouvelle-Calédonie qui a changé. C'est quelle est la consigne politique qui lui est donnée. Quand Yves Dassonville, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a été nommé en Nouvelle-Calédonie. Yves Dassonville, si vous pouvez le rappeler qui c'est. Donc, il était au commissaire, nommé par Nicolas Sarkozy. C'est à l'époque, si vous vous souvenez, où il y avait ces conflits violents de blocage d'entreprises, et notamment liés au conflit de Car Sud à l'époque, où il y a eu des affrontements. Plusieurs semaines de blocage. Quand Yves Dassonville a été nommé, il a eu comme consigne politique de la part du président de la République, à la demande des parlementaires locaux, et Gaël Liano notamment, qui était député de la première circonscription, d'avoir une intervention de l'État. Et en quelques semaines, il a ramené l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Ah oui, ça s'est fait par la force, mais il a ramené l'ordre et on a pu après travailler sereinement. C'est bien quand il y a la volonté politique, c'est pas une question de moyens, on a des forces de l'ordre qui sont étalées sur l'ensemble des territoires, qui font un travail remarquable, à condition qu'on leur donne des instructions précises. Et que ces instructions, elles soient demandées, j'insiste là-dessus, par les élus locaux, que ce soit l'élu de proximité, c'est-à-dire le maire de la commune, mais également au sein des congrès, comme c'est mon rôle, et au sein de l'Assemblée nationale. Merci pour ces petites précisions au niveau de la sécurité. Je vous propose maintenant que l'on parle d'économie, un autre pilier de votre programme. Alors vous êtes pour une Calédonie qui assume ses compétences actuelles et qui n'en prend pas de nouvelles. Je parle bien entendu des transferts de compétences. Environ 150 milliards, ce sont les dépenses de l'État en Nouvelle-Calédonie à l'heure actuelle. Selon vous, jusqu'à quand ça va durer? Tant qu'on reste français, clairement. Sachant que les caisses de l'État, elles commencent... Enfin, la France, elle traverse une période... Moi, je ne vais pas vous dire, si je suis élu député demain, député, ça c'est un sacré chose. C'est peut-être un lapsus, voilà. Si je suis député demain, je vais doubler l'aide de l'État. Non, ça, vous avez vu, c'est le principal. Non, alors, il ne faut pas qu'il y ait un petit journal qui nous regarde, parce que là, ça va faire le buzz, là, cette phrase. Oui, écoutez, moi, si ça amène un peu de gaieté dans cette campagne, ce sera déjà chose de positif. C'est sûr. L'État ne va pas nous donner
donner plus de moyens. L'État, il a plus de 2000 milliards d'euros d'endettement. C'est une dette colossale que je ne sais pas comment on va pouvoir la rembourser. Donc il ne faut pas attendre plus de moyens de la part de l'État. Par contre, clairement, si la Nouvelle-Calédonie sort de la France, on n'aura plus cette aide-là. L'État va continuer à nous aider. Alors justement, il y a, plus de la selon même façon. Daniel Goua, le président de l'UIC, qui avait déclaré les fonds débloqués par la France, je cite, pouvaient sans problème être compensés en cas d'indépendance. Toujours selon lui, et je cite, 80 à 90% des sommes injectées au pays retournent à l'État. Pouvez-vous prouver le contraire et nous donner quelques chiffres à l'appui? On va dire l'État transfère à peu près en finance la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 160 milliards par an. C'est ça. On paye tous l'impôt sur le revenu. Vous savez combien on paye d'impôt sur le revenu annuel? C'est 20 milliards. C'est-à-dire que si l'État s'en va, pour combler les 160 milliards, eh ben, il faut qu'on multiplie par 8 notre impôt sur le revenu. Alors moi, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais moi, ça va être compliqué quand même. Donc, si on n'augmente pas nos impôts pour combler ces 160 milliards, eh ben, il faut diminuer les dépenses. Alors si on accepte de diminuer notre mode de vie, si vous désindexez tous les fonctionnaires, si vous arrêtez les aides sociales, si vous ne remboursez pas la totalité des médicaments, si vous avez un système scolaire payant comme il y a au Vanuatu aujourd'hui, l'indépendance est viable. Mais c'est sûr que si vous baissez le niveau de vie de tout le monde, on peut faire des économies, sauf que moi, c'est pas ce que je veux. Je reste convaincu que l'indépendance est une mauvaise chose pour l'ensemble des Calédoniens, les Kanaks compris. Il y a 10 millions de Mélanésiens dans le monde. 10 millions sur l'arc mélanésien. Sur ces 10 millions de Mélanésiens, il y a 150, 160 000 Kanaks. Je suis convaincu que c'est les Mélanésiens qui ont le meilleur niveau de vie. Regardez le Vanuatu, regardez Fidji. On a un fonctionnement qui n'est pas du tout le même. L'école est payante. Vanuatu, c'était quand même un pays qui était très pauvre économiquement déjà avant l'indépendance. Ce n'est pas du tout le cas de la Nouvelle-Calédonie. Mais on ne peut pas comparer. Mais la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, elle est riche parce qu'il a l'État qui injecte, parce qu'elle a une stabilité institutionnelle qui fait qu'on a des investisseurs qui croient en la Nouvelle-Calédonie. Mais tout à l'heure, vous me parlez jusqu'à quand l'État va payer. Vous savez, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, l'État intervenait à hauteur de 600 millions au Vanuatu tous les ans. C'est-à-dire qu'il lui faisait un chèque, en gros, de 600 millions pour le Vanuatu. Et quand on a eu les problèmes budgétaires que connaît l'État aujourd'hui, vous savez quelle est maintenant la subvention de l'État? C'est 48 millions par an. On est passé de 600 millions à 48 millions. Donc l'État, quand il a une difficulté financière, la première coupe qu'il fait, il va d'abord regarder s'il peut couper sur des gens qui ne sont pas français, vous comprenez? Si nous, on est indépendant, on n'est plus français. Si on est une indépendance association, le territoire n'est plus français. C'est quand même plus facile, quand vous êtes président de la République française, de faire une coupe budgétaire sur des sommes qui sont allouées à des personnes qui ne sont pas françaises, qu'aller faire une coupe sur quelqu'un qui habite à Besançon ou à Paris, vous comprenez ça? Et donc ça c'est un vrai risque pour notre académie. Parlons nickel maintenant, Monsieur Brial. Qu'est-ce que vous allez proposer, à travers une période de crise, qu'est-ce que vous allez proposer pour le nickel, l'économie locale? Il faut qu'on fasse tourner les 3 usines qui sont dans le Calédonie. C'est indispensable pour le rééquilibrage économique, pour le fonctionnement de cette économie. Les mines, c'est bien sûr nos usines, mais c'est tous ces emplois qui sont créés sur l'ensemble du territoire, dans cette politique d'aménagement du territoire. Et il faut qu'on ait un débat qui soit apaisé au Congrès. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel. L'État est intervenu juste sur les mines, juste sur le secteur minier, à hauteur de 130 milliards l'année dernière, entre les aides de nos 2 usines et les défiscalisations. Alors, donc, il faut, nous, qu'on ait une politique territoriale sur la gestion. Parlons de votre politique. Vous êtes voilà, par rapport à la politique territoriale, vous êtes contre que la Nouvelle-Calédonie devienne actionnaire majoritaire à 51% de l'usine. Pourquoi? De la SLN. Quand vous êtes majoritaire, quand il y a des dividendes qui sont versés, vous prenez 51% des dividendes. Mais vous l'avez dit, on est en crise. Et quand vous êtes en crise, vous payez 51% des pertes. La SLN, pour redevenir performante au niveau économique, elle a besoin de diminuer ses coûts en matière d'électricité, donc de créer une nouvelle centrale. C'est 100 milliards, cette centrale-là. Si on a 51% des parts de la SLN, il faut qu'on paye 51 milliards de la centrale. Alors, les Calédoniens n'ont pas les moyens de ça. C'est pas nous. Ça sera financé par l'État, vous pensez? Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est financé par le groupe, avec Emmanuel Macron, qui est plus pour une politique libéraliste, ça sera difficile. Il est justement pour... Moi, je ne suis pas un fan de Macron, mais je reconnais une intervention quand même plutôt efficace dans le dossier calédonien, avec les déblocages de 24 milliards pour la SLN. Donc moi, je suis convaincu que c'est l'intérêt de l'État de continuer à faire fonctionner ce groupe industriel français dont l'État est actionnaire, mais pas seulement. Avec Eramet. À l'intermédiaire d'Eramet, mais il y a des grosses familles industrielles aussi. Sachant que la SLN, Gilles Brial, c'est la seule filiale du groupe Eramet qui perd énormément
1,7 milliard par an. À un moment donné, ils vont vouloir. Oui, mais c'est pour nous ça que lâcher. c'est une question de compétitivité. C'est-à-dire que quand les cours du nickel baissent et que vous voulez produire la même quantité, il faut réussir à baisser votre coût du travail. Et donc, les salariés de la SLN ont fait de gros efforts ces dernières années pour compresser cette masse salariale. Maintenant, le reste, c'est sur la production. Et un des gros coûts de production, c'est l'électricité qui sert, parce que la SLN, c'est de la pyrométallurgie, donc l'électricité qui sert à faire fonctionner les fours. Donc c'est une grosse consommatrice d'électricité. Et aujourd'hui, ils n'ont pas, à travers la centrale à gasoil, ils ont une électricité trop chère. Donc il faut quelque chose de plus performant. Mais juste sur le nickel, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Mais là, on est en province Nord, il faut développer de nouvelles filières. Et ça, c'est un point important de notre programme économique. C'est-à-dire que toutes les communes n'ont pas la chance d'être adossées à un massif minier. Et il y a une possibilité de création de nouvelles filières. Mais quand je dis filière, c'est vraiment du début à la fin. Par exemple, la semaine dernière, avec Joanne Winchester, ma suppléante, on était à Poum et on a été rencontrer la filière holoturie, c'est-à-dire les pêcheurs de bêche de mer, ou biche de mer, comme on dit d'ailleurs ici. Ça peut remplacer le nickel, selon vous? Ça peut créer des emplois, c'est-à-dire que ça crée des emplois sur l'ensemble du territoire. Alors ce ne sera jamais à la hauteur du nickel. Par contre, ce sont des filières où on exporte, où on prend des produits en Nouvelle-Calédonie, on travaille en Nouvelle-Calédonie et on l'exporte vers la Chine. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont en train de taper dans leurs réserves, ces pêcheurs, et on voit qu'il y a plein de pêcheurs d'holoturie. Et il faut être capable, avec l'aide de l'État et ses instituts de recherche, l'IRD notamment, de développer la filière pour leur mettre à disposition des juvéniles, c'est-à-dire des bébés bêches de mer. Et le pêcheur, quand il pêche, en même temps, il dépose des bébés pour que ça se régénère. Et il faut organiser la filière. Mais c'est ça la Nouvelle-Calédonie qu'on doit construire, c'est-à-dire travailler sur ces déploiements de filières. La sylviculture, c'en est une également. Vous avez un bon programme. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. On a vu que vous avez un bon programme pour diversifier l'économie calédonienne. Merci beaucoup d'être venu. Je ne pourrais pas vous dire au revoir sans vous poser cette question. On a vu que la sécurité, elle occupe une grande place dans votre programme. Le choix aussi de votre suppléante Winchester par rapport à la sécurité, les fusils, l'armurerie, est-ce que ça joue un rôle? Non, Joanne est une fille extraordinaire. Si je ne peux pas te dire deux mots sur elle, elle représente ce métissage qui est en Nouvelle-Calédonie, décomplexé. Il ne se pose pas de questions sur ce qui s'est passé avant, il regarde l'avenir avec optimisme. Elle représente ces Calédoniens qui ont arrêté l'école tôt et puis qui, au bout d'un moment, après 6-7 années d'activité, ils se sont dit, moi je veux une deuxième chance. Elle a fait 400 cadres, elle est revenue avec des diplômes. Elle a créé sa société aujourd'hui. C'est une femme qui a un bébé et qui se donne beaucoup de moyens pour réussir. Elle vous a accompagné pour venir jusqu'ici. Elle est avec moi parce qu'on est en tournée dans le Nord. Mais elle représente tout ça et c'est une vraie chance pour moi d'avoir Joanne à mes côtés comme suppléante. Merci en tout cas. On doit rendre l'antenne. Merci d'avoir fait l'effort. Merci encore une fois à votre suppléante qui est ici avec nous. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Clémence, merci. Merci. Bonne soirée à tous. Restez sur Calédonia. La programmation continue ainsi que l'actualité.